Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Zalis, donc de notre série de webinaires que nous avons initié il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, notre webinaire il est consacré à la mise en dynamique des collectifs dans les transformations d'organisation. Il sera animé par Florence Vanin et Ivan Malchef, et puis nous aurons le témoignage d'Arnaud Carrère. Avant de leur passer la parole, je voudrais simplement vous rappeler que ce webinaire sera disponible dans quelques jours en replay sur la chaîne YouTube de Zalis. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la présentation. Nous aurons un moment réservé à l'échange à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas. Florence, je vous passe la parole. Merci Valentin. Bonjour à tous et bienvenue et merci pour ce temps de rencontre et d'échange matinal, voilà, d'une durée de 45 minutes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec plaisir avec vous nos expériences d'accompagnement au changement et de vous donner aussi quelques clés pour réussir vos projets collectifs. Voilà, donc on espère que pour vous, ça va être inspirant, ça va vous permettre d'explorer et puis peut-être même de cross-fertiliser vos idées. Donc on va dérouler ce temps d'échange en 3 temps. Donc on va consacrer au départ quelques temps pour se présenter, vous présenter notre cadre de référence d'intervention et ce que nous entendons par notre approche systémique et circulaire. Ensuite, partager avec vous un exemple concret de mise en dynamique d'un collectif dans le cadre d'une transformation d'organisation. Et donc, nous remercions le témoignage d'Arnaud Carrère en tant que directeur des ressources humaines de l'UNEDIC. À l'issue, effectivement, nous aurons un temps d'échange de questions et réponses. Donc, comme l'a dit Valentin, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de cet échange. Voilà. Alors pour nous présenter en quelques mots, donc pour ma part, je suis conseil en conduite du changement et coach et j'anime la practice transformation et conduite du changement de Zalis. Bonjour à tous, Ivan Malchef. Moi, mon métier, c'est l'accompagnement des transformations dans les organisations. Alors, j'ai eu le bonheur dans ma carrière professionnelle de faire ça avec deux postures différentes. J'ai été dans la DRH pendant la moitié à peu près de mon parcours professionnel, de 17-18 ans. Et puis, depuis 17-18 ans à peu près aussi, j'accompagne les transformations et dès le commencement, je suis effectivement, dès le commencement, été impliqué dans l'aventure Zalis. Avec toute une histoire peut-être sur laquelle on reviendra très brièvement. Arnaud ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Carrère, je suis directeur des ressources humaines de l'UNEDIC. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je travaille en tant que directeur des ressources humaines dans différentes structures et que j'enseigne également en master RH. Merci. Alors, pour nous présenter Zalis, donc est un cabinet de conseil qui est spécialiste des entreprises en mutation et nous intervenons déjà depuis près de 20 ans en fait en termes d'accompagnement de transformation parfois profonde pour les organisations sur 4 expertises fortes qui est à la fois du conseil en stratégie auprès de direction générale, sur le métier du retournement et de la restructuration, qui est le cœur historique du métier de Zalis, également sur l'expertise des fusions, acquisitions et levées de fonds, et sur la transformation et la conduite du changement. Donc nous intervenons à des moments clés de la vie de l'entreprise, parfois des moments extrêmement sensibles, même de crise, et nous avons systématiquement dans nos accompagnements l'angle de vue humain de la transformation. Ivan, toi qui as une histoire longue, peut-être que tu veux partager quelques spécificités de Zalis ? Oui, peut-être c'est souvent l'histoire qui enseigne pour comprendre comment effectivement un cabinet, une organisation ensuite se déploie. C'est intéressant de connaître très brièvement, je ne vais pas faire tout l'historique, mais que Zalis est parti à l'origine du métier du retournement, de la restructuration et d'ailleurs au tout début dans le secteur des technologies.
Et puis graduellement, son développement s'est fait de façon assez organique, au fur et à mesure des situations rencontrées par les clients, d'une part, mais aussi au fur et à mesure finalement de la mise en valeur des compétences des intervenants Zalis. Les autres métiers sont apparus, hein, c'était pas à l'origine. C'est-à-dire qu'assez vite, le conseil en stratégie s'est imposé comme une nécessité, y compris dans les phases de retournement, de restructuration, bien évidemment, ça commence là, mais ensuite, hors phase de restructuration et de retournement, comme étant un des savoir-faire de l'équipe Zalis. Même chose pour tout ce qui est fusion, acquisition, levée de fonds. Dans les situations de retournement, c'est des choses qu'on rencontre fréquemment, le besoin à un moment d'aller ou s'adosser ou faire une levée de fonds, 3 petits points. Et puis, plus récemment, je dirais dans les 10 dernières années, effectivement, graduellement, l'expertise Zalis s'est tournée par le savoir-faire des intervenants, mais aussi par toute l'expérience acquise dans le métier du retournement vers l'accompagnement des transformations et des changements d'une façon générale, et pas nécessairement dans les contextes de retournement. Voilà, donc c'est important de comprendre ça parce que ça donne une note particulière qui reste bien sûr dans le métier du conseil, mais extrêmement opérationnelle, c'est-à-dire proche de ceux qui font, en général les équipes de direction, avec des intervenants qui, pour la plupart ou la quasi-totalité, ont tous fait aussi, ce qui donne une note assez différente de cabinets de conseil plus traditionnels. Voilà, alors, je pourrais être assez long là-dessus, mais je ne peux pas prendre tout le temps. Je vais compléter. Merci. Oui. Je complète justement sur cette partie accompagnement humain des transformations, où nous avons vraiment une approche globale, et je dirais que nos accompagnements sont hybrides parce que, comme l'a dit Ivan, en fait, nous sommes avant tout des accompagnateurs du changement, et nous sommes en alternance sur nos postures d'accompagnement, de par nos expertises, nos expériences, et nous sommes aussi bien sur des postures de conseil, mais aussi de facilitateur, de coach d'organisation, facilitateur en intelligence collective, voire parfois formateur. Et donc, je dirais que nous avons un coaching d'organisation qui est pluriel, puisque nous accompagnons aussi bien des comités de direction, des comités des équipes projets, du coaching de dirigeants et de managers. Et en fait, nous sommes à la fois en amont sur du conseil en stratégie, mais également sur de l'accompagnement opérationnel, donc avec toute cette dimension de la conduite du changement, et avec bien sûr des approches et des outils spécifiques. Voilà pour compléter. Donc pourquoi ce webinaire? Juste un peu de repréciser un peu notre attention une fois que nous sommes présentés. Le constat, il est simple, il est partagé. Nous venons de faire et nous continuons de faire l'expérience collective d'une économie confinée, qui se déconfine petit à petit, et plus que jamais se réinventer, se transformer est devenu un enjeu stratégique et majeur pour les entreprises, pour qu'elles demeurent compétitives sur leur marché, pour qu'elles préservent aussi l'emploi, et faute parfois de prise en considération de ce facteur humain, c'est encore 3 projets sur 4 qui échouent, faute d'accompagnement et de traitement de ces dimensions humaines. Donc aujourd'hui, nous dirions que prendre soin de l'humain, c'est à la fois incontournable, ce n'est plus une option, c'est même une obligation, si on veut réussir collectivement, et que les organisations qui seront mobilisées leur intelligence collective seront celles qui auront le plus d'impact positivement sur leurs collaborateurs. Donc, pour donner une approche globale de ce qu'est notre cadre de référence, donc je vais laisser la parole à Ivan. Et qu'est-ce qu'on entend par, en fait, regard systémique 360 degrés qui est adapté à gérer de la complexité et les approches circulaires, et au travers de l'exemple concret de notre cadre de référence quand nous accompagnons une direction générale et toute une équipe et tout un collectif sur une feuille de route et une co-construction d'une feuille de route. Ivan, je te laisse prendre la suite. Oui, donc ce qui est important de dire, d'abord dans notre métier, sans être trop long là-dessus non plus, c'est que le changement, c'est avant tout une rupture d'équilibre.
On a un certain mode de fonctionnement, certaines pratiques, certains styles de management, certains objectifs, et puis après toute une série de transformations initiées par le marché, initiées par la volonté interne, initiées par une évolution de la stratégie, initiées par une crise qui n'était pas forcément prévue ou anticipée. Effectivement, il y a un moment de déséquilibre. Et tout l'art du changement qui est permanent, on le sait maintenant de façon assez établie, c'est comment gérer les déséquilibres et les rééquilibrages de la façon la plus efficace possible, avec le moins de dommages possible et avec le plus de capacité à rester dans un momentum. Donc, pour ça, il nous a paru évident, dès le début d'ailleurs de l'histoire de Zalis, qu'il fallait avoir le plus possible et le plus vite possible un regard global, un regard circulaire sur l'ensemble des facteurs qui permettent de comprendre ce qui se passe. Alors, effectivement, on ne peut pas rentrer dans un temps rapide dans tous les détails, mais d'avoir une vue globale le plus vite possible sur quelle est la situation et comment les acteurs, c'est fondamental, c'est comment les acteurs l'appréhendent. Mais en allant chercher des informations, peut-être des regards qui ne sont pas nécessairement sollicités par la demande du client au démarrage. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. C'est pour ça que une de nos approches traditionnelles, c'est de démarrer par un diagnostic flash 360. Alors pourquoi flash? C'est extrêmement rapide, dans un temps court. Selon les missions, ça peut aller d'une dizaine de jours à un mois. Donc ça n'a pas la prétention d'être un audit complet, mais plutôt une représentation multi-regard, à la fois multi-regard, c'est-à-dire par différents domaines, que ce soit la finance, la stratégie, l'activité métier, la partie RH, etc., et effectivement par les différents acteurs, en tout cas un maximum d'acteurs dans un temps court. Ce qui nous donne tout de suite une vision qu'on appelle nous 360, très globale, qui permet de resituer la demande du client dans un contexte plus large. Et parfois, je ne vais pas dire toujours, mais quand même très souvent, peut-être déjà d'infléchir la demande de départ d'accompagnement compte tenu des informations qui ont été collectées. Donc, à partir de alors on a pour ça, Florence développera une série d'approches différentes selon les moments et selon les clients, avec des systèmes d'écoute plus ou moins simplifiés ou plus ou moins complexes. Mais très vite, l'idée, c'est de faire un premier retour sur ce diagnostic 360 et de dire, au fond, qu'est-ce que ça vient challenger, changer dans ce que vous aviez, vous, perçu comme étant vos axes de développement. Et là, bien souvent, il n'y a pas forcément des découvertes. Il y a parfois des confirmations, mais il y a parfois, j'allais dire, des zones un petit peu moins visibles qui apparaissent pour le client d'une part, et il y a très souvent, peut-être un changement dans l'ordre des priorités d'intervention ou dans des modalités pour essayer, comme je disais tout à l'heure, de rétablir l'équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à co-construire finalement un chemin critique d'intervention, avec à chaque fois cette idée de boucle de rétro-feedback, si je peux dire, où on va avancer et puis on va vérifier avec le client qu'effectivement on est en train d'avancer dans la bonne trajectoire et s'il faut modifier la trajectoire au fur et à mesure qu'on avance. C'est pour ça que nous appelons ça circulaire et systémique. Et ce qui va changer, une fois encore, ce n'est pas toujours, parfois oui, mais ce n'est pas toujours ce qui avait été imaginé au départ, mais ça change considérablement par contre la façon d'avancer pour atteindre le ou les objectifs de l'intervention. Et donc, assez classiquement, après les phases d'écoute, après les premières phases de retour, on met en œuvre un certain nombre de chantiers. De façon très rapide, on fait à nouveau des boucles de vérification et de réajustement finalement du chemin critique, avec des consolidations de feuilles de route, mais avec toujours la possibilité de réajuster au fur et à mesure de l'intervention. Et ce qui est majeur, et je terminerai là-dessus, ce qui est majeur, c'est que on essaye, dans la mesure au maximum du possible, d'embarquer le plus loin possible l'ensemble du corps social sur ces boucles de rétroaction et de construction du chemin critique. Voilà, alors j'essaye d'être assez synthétique et de pas rentrer trop dans le détail, je pense, pour laisser la place à d'éventuelles questions. Okay. Alors, je vais venir justement compléter dans ces approches circulaires et systémiques un focus sur justement l'ensemble de ces dispositifs d'expression, d'écoute,
de débat et dialogue que nous mettons en place et que nous recommandons souvent, et ce qui a été le cas en tout cas pour l'UNEDIC, et Arnaud va en parler tout à l'heure. C'est toute l'importance effectivement de la parole donnée aux collaborateurs à des temps forts sur la trajectoire du changement, et donc ces dispositifs d'écoute prennent des formes assez différentes, notamment par exemple sur le baromètre du changement qui est une démarche qui facilite en fait, je dirais, le management du changement, qui va aller à un moment donné sur la trajectoire du changement mesurer là où en sont les collaborateurs sur leur engagement. Et l'objectif, c'est de bien nous assurer qu'il y a un alignement de la tête, du cœur et du corps. De la tête, c'est-à-dire qu'il y a une bonne compréhension du sens de la transformation, le grand pourquoi. La partie, donc, le cœur, c'est de l'émotion. Voilà, c'est pourquoi je m'engage et de quelle manière mon engagement va faire sens, parce qu'effectivement, j'adhère à la vision stratégique et au projet collectif. Et l'adhésion par le corps, c'est-à-dire comment, une fois que j'ai effectivement une bonne compréhension de cette transformation d'organisation, comment je peux y contribuer et comment elle fait sens pour moi, comment je peux me mettre en action. Et en fait, ces démarches permettent vraiment de valoriser l'engagement du collaborateur et d'aller questionner en fait, je dirais, leur relation au changement et leur engagement, parfois en le challengeant, en le confrontant à d'autres perceptions de leur propre engagement. Donc, en fait, on utilise des démarches d'interrogation en miroir, à la fois sur des approches quantitatives et qualitatives, et qui permet en fait d'avoir des analyses et des photographies à des moments clés du processus de changement, de savoir là où en est l'organisation, sur sa dynamique collective, et en amont aussi de savoir quel est le niveau de maturité, donc la capacité d'acceptation de l'organisation à accueillir un nouveau changement. Y a-t-il des risques de saturation à un moment, ou y a-t-il des expériences passées heureuses ou malheureuses qui vont finalement impacter cette mise en dynamique. Donc nous insistons beaucoup dans nos démarches sur cette dimension d'écoute et de parole donnée aux collaborateurs. On y reviendra tout à l'heure sur le cas concret. Donc nous y voilà. Donc en fait, nous avons retenu aujourd'hui l'UNEDIC, qui est une expérience et qui était une expérience d'accompagnement très riche et très intéressante. Et Arnaud, je vais vous laisser la parole pour dire à un moment effectivement l'historique de ce besoin d'accompagnement et où en est l'organisation effectivement à un moment. Donc c'est un accompagnement qui s'est engagé il y a 1 an maintenant à l'arrivée d'une nouvelle direction générale dans un contexte complexe avec des enjeux très forts. Merci Florence. Quand vous êtes intervenue il y a 1 an, c'était à l'été 2019. Et à l'été 2019, on était dans une phase où l'incertitude était encore plus forte. Pour reprendre peut-être les termes d'Ivan tout à l'heure, on vivait une série de ruptures d'équilibre qui avaient commencé en 2018. En 2018, le gouvernement a pris la main sur les partenaires sociaux pour élaborer la règle d'assurance chômage, l'UNEDIC étant une instance paritaire et indépendante de l'État. En 2019, on a un changement de la moitié d'équipe du comité de direction. En 2020, on est comme tout le monde, on subit de plein fouet la crise liée au Covid. Et si un certain nombre d'entreprises se retrouvent en activité partielle, c'est aussi avec le soutien de l'État, mais de l'UNEDIC qui a financé 1/3 de l'activité partielle. Donc tout d'un coup, on a une dette qui a été multipliée par 5 ou 6 en 1 an. Au lieu d'emprunter 2 milliards sur les marchés pour financer le chômage, on est allé en emprunter presque une vingtaine. On a un nouveau directeur général qui arrive en plein milieu de cette crise Covid, qui arrive au mois de juin. Et là, il faut, dans toute cette phase d'incertitude, essayer de définir une méthodologie de feuille de route, sachant que sur l'UNEDIC, avec une gouvernance paritaire, c'est comme si vous aviez un conseil d'administration constitué de 8 membres, je simplifie un peu, hein, il y a plus que 8 membres, en tout cas de 8 membres qui représentent les 8 organisations patronales et syndicales, et qui chacune, vous vous en doutez bien,
ont parfois des intérêts particuliers alors qu'on leur demande évidemment de gérer une mission d'intérêt général qui est la mise en œuvre d'un régime d'assurance chômage. Et l'État qui est extrêmement présent et cadrant depuis 2018 en étant attentif à une dette. Il y a à la fois le poids de la dette, mais il y a aussi en contrepartie de cette dette évidemment l'utilité sociale qu'on comprend tous. Donc l'objectif de l'accompagnement de Zalis a été au travers d'une phase d'écoute de nous aider à nous mettre en mouvement en étant, je rajouterais en plus de l'approche circulaire que vous présentez, une démarche très pragmatique. C'est-à-dire que être accompagné finalement avec le cabinet Zalis, ça nous a permis d'avoir une écoute au niveau des différentes strates sociales, mais également d'être sur des projets qu'on aurait portés. Sauf que là, on les porte autrement, on les porte avec un collectif d'experts. Et la difficulté parfois des experts, c'est qu'un économiste ne parle pas le même langage qu'un juriste, qu'un financier, qu'un statisticien, et que par définition, un expert, il a raison. Là, on essaye de les faire travailler ensemble. Alors justement, effectivement, on va revenir sur cette approche circulaire également, et on voit qu'effectivement sur les enjeux en termes de conduite du changement, comme vous l'avez très bien dit, des enjeux d'engagement de parties prenantes avec des interactions de gouvernance complexes, des enjeux managériaux et humains sur la bonne compréhension du sens de la transformation, l'adhésion des collaborateurs, une mobilisation sur vraiment une volonté politique de co-construire la feuille de route dans un mode collaboratif, et des enjeux opérationnels d'amélioration continue avec des modes de fonctionnement au niveau du COMEX à repenser et du management transverse à remettre en place. Donc on est effectivement sur l'ensemble de ces enjeux. Peut-être que Ivan et justement tu peux expliquer cette mise en mouvement de la co-construction, et Arnaud peut venir compléter. Oui, alors donc rapidement, une partie des éléments qui ont été présentés tout à l'heure, donc un diagnostic le plus 360 possible, donc avec la sélection donc de 27 personnes, donc 27 entretiens, en essayant de croiser évidemment la représentation la plus exacte possible de ce que Arnaud expliquait tout à l'heure en termes de métier, donc de regard et de vision d'experts qui à la fois concourent à un objectif commun et un objet social extrêmement fédérateur par lui-même, mais tout de même avec des points de vue d'expertise métier extrêmement forts qui nécessitent une forme de dialogue, de compréhension et de représentation de ce qui se passe assez différente. Donc, synthèse des entretiens, premier séminaire avec l'équipe de direction, deuxième séminaire en synthèse où on a avancé un certain nombre d'axes dans lesquels il y avait une forme de projection, vision, en tout cas anticipation de différents scénarios, et dans lequel il y avait aussi la revue d'un certain nombre de grands projets, puisque quand nous avions fait la liste de ce que les personnes nous ont dit, on l'a appelé comme ça, la liste des 70 actions. Alors bien sûr, il y avait des actions et des projets de niveaux tout à fait différents, mais tout de même qui mettaient en évidence, qui est un grand classique dans beaucoup d'organisations, c'est qu'à un moment tout le monde se demande, mais au fait, on a tellement de choses à faire, où sont les priorités, où sont les axes un peu fédérateurs, on sait qu'on doit tout faire, mais tout de même, dans quel ordre, avec quelle priorité, avec quelle focalisation, c'est un petit peu ce qui était apparu rapidement. Donc, ce qui amène développement de 6 thèmes prioritaires, sachant qu'il y en avait d'autres, donc il y a eu des choix qui ont été faits là-dessus. Et puis, effectivement, à partir du moment où ces 6 thèmes ont été identifiés, il y a eu à nouveau un travail de réaction, c'est un peu la boucle circulaire que j'évoquais tout à l'heure, de réaction des collaborateurs à ce premier travail avec commentaires, adhésions, questionnements, 3 petits points. Je laisserai Arnaud en dire plus, mais voilà un petit peu rapidement la boucle qui a été suivie sur cette mission. Voilà. Arnaud, vous voulez compléter justement sur cette approche circulaire et la manière de faire? Oui, ce qui a été en fait très intéressant dans cette approche circulaire, c'est que dans les premiers entretiens, vous ne vous êtes pas contenté du CODIR, mais il y a eu l'ensemble du niveau d'encadrement intermédiaire qui aussi a été interviewé, ce qui a permis de s'assurer finalement d'une bonne compréhension à la fois des actions et des nécessités de travailler autrement. Donc ça, d'entrée de jeu, le cadre, il est au moins posé et ça montre que l'ensemble des strates hiérarchiques sont écoutées
Et il y a une deuxième phase dans la phase d'écoute qui était intéressante, qui était d'aller l'élargir soit au travers des entretiens individuels, soit au travers d'entretiens semi-collectifs, pour s'assurer finalement que l'ensemble des collaborateurs aussi comprennent la démarche et puissent être partie prenante. Est-ce que justement, cette démarche, en fait, elle nous a permis d'avoir à un moment une cartographie qui soit la plus juste possible, à un moment donné, de l'ensemble des impacts humains. Et de dire effectivement, nous avons identifié certaines dimensions et de bien les prendre en compte pour bien accompagner le collectif. Que ce soit aussi bien sur les processus organisationnels que sur les bonnes pratiques de management, mais aussi sur les liens entre les personnes, les interactions, et puis toute l'importance de la démarche pédagogique du changement. Ivan, tu veux peut-être compléter là-dessus sur les constats que nous avons faits? Oui, ce qui est très important de dire, c'est que l'UNEDIC avait déjà, quand on est intervenu, beaucoup travaillé sur un certain nombre de sujets. C'est le cas dans beaucoup d'organisations, mais là en particulier sur la thématique accompagnement humain, management, etc., il y avait eu déjà des travaux, des interventions, des projets. Et donc l'idée, et c'est quand même le cas aussi, je crois, dans toutes les organisations où on intervient, il ne s'est pas rien passé avant que Xalis vienne donner un coup de main à l'organisation en question. Et donc il y a déjà là tout un effort de compréhension de ce qui s'est passé, de pourquoi ça réussit, pas réussi, qu'est-ce qu'en disent les salariés, etc. Ça c'est très très important, d'où cette idée qui était fondamentale, c'est on va pas arriver en vous expliquant des choses que vous savez pas. Par contre, on va vous aider soit à les continuer, soit à les mettre en œuvre, soit à reprendre le travail et à comprendre pourquoi ça s'est arrêté en route. Voilà, pour être rapide, et je pense qu'Arnaud en dirait beaucoup mieux et beaucoup plus que moi. Et justement, pour compléter, dans ce dispositif, si on met particulièrement en lumière, je dirais, les facteurs clés de succès, juste pour revenir et compléter ce qu'a dit Arnaud sur le dispositif d'écoute des collaborateurs, qui était de venir à un moment renforcer ce temps d'expression et d'écoute en complémentarité de ce qui avait été fait en amont des entretiens exploratoires auprès des managers. Donc, il y a un certain nombre de facteurs clés de succès, en fait, sur un tel dispositif. C'est déjà une volonté vraiment de la direction générale d'élargir le processus d'écoute qui mettait le collectif en mode collaboratif, donc qui est porté par la direction générale, et c'est toute l'importance en fait du sponsorship de ce type de démarche, qui est à la fois l'intention et l'ambition. Le sponsorship aussi de projet qui était porté par vous, donc Arnaud en tant que direction des ressources humaines, en coordination avec la direction de la communication. Ce qui fonctionnait bien aussi, les points d'intention, c'est toute la pédagogie qui est faite en amont, pendant et je dirais après, parce que le temps de restitution de ce temps d'écoute est tout aussi important, donc de bien comprendre pourquoi on sollicite les collaborateurs et qu'est-ce qu'on va recueillir, qu'est-ce qu'on va collecter de tout ça collectivement. Le facteur clé aussi de succès de ce type de dispositif, c'est la démarche de volontariat, et on proposait en fait une solution mixte qui était à la fois des entretiens individuels ou des ateliers collectifs. Et le pari aussi pris était la mixité de la constitution des groupes pour favoriser justement la transversalité. Donc dans des groupes collectifs, dans des ateliers, ce sont des équipes de métiers différents qui intervenaient, et même à la fois managers et collaborateurs. Et nous étions, nous, Xalis, dans une démarche de facilitation, c'est-à-dire que c'est le collectif qui apporte lui-même ses propres solutions, ses propres idées. Tout notre rôle de facilitateur, c'est de faire émerger justement toute cette intelligence collective. Et ensuite, il y a un temps important qui a été fait pour restituer auprès des équipes. Enfin, le deuxième point important et sur lequel on voudrait aussi partager avec vous en facteur clé de succès, c'est toute l'importance à un moment sur une trajectoire de changement du temps consacré au retour d'expérience et l'importance de la mise en place d'indicateurs
d'indicateurs du changement et quels sont en fait les bénéfices de ces indicateurs? C'est déjà d'avoir des indicateurs de suivi de la trajectoire du changement, de voir d'où on est parti pour aller sur l'organisation cible, de mesurer des écarts et de préparer les actions correctives et d'ancrer durablement le changement. Si effectivement à un moment il y a des besoins de réancrer, de renforcer et nous avons pour recommandation généralement de dire que ces indicateurs-là, il ne faut pas chercher des indicateurs qui soient des indicateurs parfaits ou idéaux. C'est vraiment les indicateurs de sens par rapport à l'organisation qui sont généralement des indicateurs très opérationnels, très business, et qui sont des indicateurs qui peuvent paraître subjectifs, mais en tout cas qui devront être objectivables et qui sont à la fois, qui sont codéfinis collectivement, qui sont à la fois des indicateurs de succès et des indicateurs d'échec. Et à titre d'exemple, ce que nous avons développé donc avec Arnaud et l'équipe projet en charge des programmes de changement, donc les thématiques et les indicateurs qui faisaient sens, la législation, les données, les relations avec les tiers et la dynamique interne. Donc on est vraiment rentré dans des indicateurs extrêmement concrets pour faciliter le management transverse du projet et là aussi bien sur des indicateurs qualitatifs que sur des indicateurs quantitatifs. Et donc à ce stade justement, nous sommes en phase de retour d'expérience avec vous Arnaud et donc un an après, la question que nous souhaitons vous poser, c'est où en êtes-vous? Un an après, on a gardé ces programmes. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, quand on a une intervention avec l'aide d'un cabinet de conseil, au bout d'un moment, évidemment, les choses s'arrêtent. Là, non, les programmes intègrent différents projets et la culture de la transversalité, elle est rentrée, elle est partagée et ces programmes, on les fait vivre aussi. C'est-à-dire que en plus des indicateurs qui apparaissent à l'écran, on pourrait peut-être en rajouter un, c'est pour moi quels sont les nouveaux projets qui sont greffés autour de ces programmes. Par exemple, dans la dynamique interne, c'est de façon collective qu'on prépare le retour sur site des collaborateurs, qu'on prépare des dispositifs pour améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs et qu'on prépare une assemblée générale, une journée de séminaire pour l'ensemble du personnel. Très bien. Donc, je vous propose de terminer ce temps de présentation en citation. Voilà, rien n'est permanent sauf le changement. Donc maintenant, de vous laisser la parole et de revenir auprès de Valentin pour répondre à vos questions. Donc, nous poursuivons comme ça maintenant dans les 15 minutes qui nous sont imparties pour répondre à vos questions. Merci Florence, merci Ivan, merci Arnaud. Comme l'a très bien dit Florence, nous allons passer un moment d'échange avec vous. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions, hein, on les a en direct, donc on pourra y répondre. Je vais regarder les questions qui sont tombées. On a une première question. Arnaud a notamment mentionné que dans l'accompagnement du comité de direction, il y a eu des entretiens, un cadre qui était posé. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait revenir un peu plus concrètement sur l'accompagnement d'un comité de direction? À quelle étape il intervient, par exemple? Ivan, tu peux répondre justement sur l'accompagnement de ces comités de direction? Je suis pas sûr de comprendre tout ce qu'il y a dans la question, mais disons que le point de départ a été, comme on l'a expliqué, une espèce d'écoute 360. Donc au départ, je vais le dire comme ça de façon un petit peu provocante, on ne cherchait rien de particulier, sauf ce que les personnes nous disaient elles-mêmes de là où étaient leurs préoccupations. Donc on est vraiment dans une approche au tout démarrage, hein, pour donner un peu le processus d'accompagnement, extrêmement ouverte. Vous nous dites que vous voulez faire ça, vous nous dites que vous avez tel problème. Au fait, pourquoi, comment, qu'avez-vous fait pour essayer de les résoudre, et qu'est-ce qui fait que ça a marché, que ça n'a pas marché, et que pensez-vous qu'il faut faire pour la suite, en très résumé. Ça, c'est le point de départ.
Il n'empêche que la force, vous vous en doutez, la force de ça, c'est que quand on va comparer ce qui est dit par X, Y et Z au sein du CODIR, il y aura bien sûr ou du COMEX selon, il y aura bien sûr des points de convergence, et il y aura bien sûr des points éventuellement de divergence ou d'appréciation. Même si on parle de la même chose, on n'en parle pas du tout avec la même intensité ni la même importance. Et le travail commence là. C'est de dire, au départ, vous avez une commande A. Au fait, quand on vous écoute, votre commande A, elle est modifiée de telle et telle façon par les commentaires et les appréciations finalement de l'ensemble de l'équipe. Et voilà ce que ça nous dit. Donc l'accompagnement, il démarre par, au fond, un effet miroir sur vous nous dites ça, et puis voilà ce que nous on entend. Au fait, où est-ce que ça converge, où est-ce que ça diverge. Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, tout le travail, c'est de tisser avec l'équipe autour de ça. Donc là, c'est pour ça que dans cette expérience que nous avons présentée, il y a eu 2 interventions principales avec le CODIR. Il y avait bien sûr en parallèle un travail avec la direction générale pour ajuster au fur et à mesure. Mais voilà très simplement la façon d'intervenir. Et puis arrive une nouvelle vague d'écoute plus large. À nouveau, un certain nombre de fondamentaux qui ont été posés sont enrichis, améliorés et parfois peut-être questionnés. Donc on recommence. Donc là, vous retrouvez l'approche qu'on a voulu appeler circulaire et systémique. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça que je l'ai comprise à ce stade. C'est comme ça que je l'avais compris aussi, Ivan. Donc, j'espère que la question a été bien répondue. Justement, pour enchaîner autour de cette approche, on voit que dans le cas de l'UNEDIC, on a débouché sur donc un dispositif d'écoute. À quel moment à quel moment on ressent que ce dispositif devient nécessaire? Quel est le moment finalement opportun pour mettre un dispositif d'écoute des collaborateurs? Est-ce qu'Arnaud voulait Je sais répondre? pas. Oui, Arnaud, peut-être. Je pense qu'on le ressent du moment où on veut embarquer l'ensemble des collaborateurs dans une stratégie, dans un changement, pour s'assurer qu'il est bien compris et pour identifier avec eux finalement quels sont les leviers qu'on va pouvoir utiliser. Comment est-ce qu'on va pouvoir être utile pour aussi les collaborateurs. Et je pense que ça, c'est important. Si on ne comprend pas dès le début, eux, comment ils ressentent finalement cette dynamique de changement qu'on est en train d'insuffler, ce qu'ils peuvent en attendre, comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser, ben derrière, on va être un peu seul et puis on risque de tomber. Et je peux compléter justement avec les 3 questions clés très simples que nous posions en fait en entretien et en atelier collectif. C'est que retenez-vous de la démarche d'amélioration continue en cours? Qu'en pensez-vous? Donc on facilite les idées, les suggestions et on laisse ouvrir la parole. Et de quoi avez-vous besoin pour avancer collectivement? Et donc on a eu un temps de collecte riche. Oui, je crois que c'est important de souligner. Tous ceux qui écoutent doivent être extrêmement évidemment habitués à faire des dispositifs d'écoute et au fond, souvent en amont d'une réflexion, aller interroger en quelque sorte le personnel ou les équipes pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Là, la démarche dans la deuxième phase d'écoute était un peu différente. On leur demandait pas ce qu'il faut faire. D'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'UNEDIC n'en était pas à ses débuts pour essayer de formuler des projets, des plans d'action, etc. Mais c'était plutôt de dire, voilà, votre équipe de direction a travaillé, que pensez-vous, grosso modo, de son travail? Je le simplifie un peu, mais c'était ça. Ce qui est à la fois plus réducteur, c'est-à-dire le cadre n'est pas totalement ouvert au départ, mais plus exigeant. Parce que là, vous êtes soumis à une forme d'appréciation en direct des équipes qui disent ou pas, bah oui, on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas du tout. Voilà, donc c'est ça que je voulais souligner, qui n'est pas tout à fait classique. Très bien. Alors, on a une question maintenant sur la partie plutôt retour d'expérience. Quel nombre d'indicateurs est opportun et finalement, est-ce qu'on peut changer d'indicateur en cours de route? Voilà, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Arnaud, et puis éventuellement on donnera notre point de vue.
Je pense que les indicateurs sont en effet ceux qui font sens. Ça, c'est important de ne pas chercher un indicateur parfait, surtout qu'on a tendance, nous, à le faire, en tout cas à l'UNEDIC. Les indicateurs sur l'impact de la règle, les indicateurs financiers, on en a beaucoup, les indicateurs sur la gestion de l'assurance chômage, le nombre de demandeurs d'accès au retour à l'emploi, on en a énormément. Là, c'était vraiment des indicateurs qui font sens et que les collaborateurs puissent aussi comprendre facilement. Et est-ce que ces indicateurs peuvent évoluer? Je pense que surtout, à un moment donné, ces indicateurs doivent nous permettre de dire que tel ou tel projet, il faut l'amender, le modifier, et à ce moment-là, en effet, on les modifie. Parce que si on modifie un indicateur sur un même projet ou sur un même thème, ça me semble assez difficile au bout d'un moment de garder une vision objective et partagée. Oui, parce que ce sont des points de repérage dans le temps. Et pour mesurer des écarts, c'est important aussi de conserver, en tout cas, un socle commun d'indicateurs qui peuvent être adaptés justement en fonction des retours d'expérience. Mais c'est important d'avoir ces points de rendez-vous réguliers à partir d'un référentiel commun dans le temps. Oui, il y a bien deux fonctions d'indicateurs. Il y a donner une mesure du chemin avancé, très clair, et le chemin, comme il se fait en marchant, comme l'a dit Arnaud, il est intéressant de redéfinir pour la prochaine étape qu'est-ce qu'on pense que serait le pas supplémentaire ou le nouveau pas. Et puis, deuxièmement, il a une fonction extrêmement importante, peut-être même encore plus importante que l'indicateur en lui-même, qui est de créer une subjectivité partagée sur le fait qu'on est en train d'avancer ou de reculer. Et ça, c'est fondamental. Et là, on touche la clé de la dynamique en commun. Si on a coélaboré un indicateur et que collectivement on a l'impression d'avancer, bien sûr en le mesurant, avec toute la subjectivité parfois quand c'est des indicateurs plus qualitatifs que quantitatifs, on a un résultat. Mais si sur cet indicateur sur lequel on s'était tous mis d'accord, on a le sentiment que c'est pas en train d'avancer, immédiatement on va corriger. C'est vraiment ça la force de l'indicateur. Ça sert surtout à ça, moi je pense. Alors bien sûr, ça pose des jalons, ça permet de communiquer, mais ça crée surtout de la dynamique. D'où l'importance de les coélaborer et, comme l'a dit Arnaud, de pouvoir, quand c'est le bon moment, pouvoir les revoir. Merci à vous. Alors, on a une autre question qui est certainement un peu plus destinée à Arnaud. Finalement, est-ce que cette nouvelle direction générale n'était pas une façon de débloquer finalement la dynamique du changement, ou est-ce qu'il y avait aussi un contexte plus large qui gênait le changement finalement? Est-ce que ça a été le point de départ, on va dire, de cette nouvelle dynamique? Je pense qu'en effet, quand un nouveau directeur général arrive, il faut qu'il impulse une feuille de route, une trajectoire, et que cette démarche a été l'occasion de lui permettre de se positionner et de donner une trajectoire à l'UNEDIC. Mais l'UNEDIC n'était pas à l'arrêt avant l'arrivée d'un nouveau directeur général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incertitude et le mouvement à l'UNEDIC est quelque chose de permanent depuis 2008, depuis la réforme qui avait transféré les ACDIC et la NPE au sein de Pôle emploi. On est en permanence dans un mouvement. Par contre, à un moment donné, il faut savoir se réinventer et prendre en compte l'évolution de l'écosystème. Et je pense que tout l'intérêt de cette démarche était de dire à un moment donné, on a beaucoup d'éléments qui sont incertains, qui s'agrègent les uns les autres. Comment est-ce qu'on arrive à avancer de façon structurée en mobilisant un maximum de personnes au-delà des missions, on va dire, récurrentes qui sont parfaitement maîtrisées et sécurisées. Très bien. Je vois que le temps avance, donc je vous propose de prendre une dernière question. Elle, on a une question plutôt tournée vers la communication en interne. Quels sont les canaux finalement les plus appropriés en temps de transformation de l'organisation pour communiquer justement sur cette transformation? Je peux répondre à la question. Je dirais que les premiers médias internes de cette communication du changement, ce sont à la fois les dirigeants et les managers qui sont les porteurs de sens en fait de la transformation. Et quand
je disais tout à l'heure, toute l'importance du sponsorship du projet et du co-sponsorship, donc porté par le comité de direction, mais aussi par les managers. Et dans le cadre de l'UNEDIC, ce sens de la transformation est aussi porté par les chefs de projet, les chefs de programme. Donc, ce sont déjà eux les premiers porte-voix du sens de la transformation et ceux qui mettent en dynamique interne cette transformation. Et puis ensuite, effectivement, c'est d'utiliser les médias internes classiques. Et justement, vous avez, Arnaud, je vous repasse la parole parce que vous avez mis en place des démarches très intéressantes en termes de communication interne pour accompagner cette dynamique. Oui, on a mis en place 3 démarches. En fait, la première, c'est un mur social où à chaque connexion sur le poste de travail, vous avez une actualité qui est diffusée à l'ensemble des collaborateurs, à la fois une actualité qui reprend ce que l'UNEDIC publie sur les réseaux sociaux, mais également l'actualité interne, les messages qu'on veut faire passer. Et ces messages, ils sont construits de façon collaborative, une fois par semaine, au travers d'un comité éditorial dans lequel est présent un représentant de chacune des directions de l'UNEDIC. On a également mis en place une fois par mois une réunion avec l'ensemble du personnel qui se fait sur Teams et sur laquelle on peut avoir un temps d'échange après des interventions qui sont structurées. On a également mis en place des cafés du DG parce qu'un DG qui arrive en période de confinement, il faut aussi qu'il crée du lien avec ses équipes. Et donc, on est plutôt sur un temps informel. Et je pense que l'ensemble, en fait, de ces temps de communication qui viennent en plus, on va dire, des temps de communication informelle, réunions d'équipe, informations qui peuvent passer par la messagerie, permettent de garder chacun mobilisé. Merci à tous les trois. On a atteint notre temps limite, donc je vous propose de conclure ici. Encore merci à nos 3 intervenants. Merci à vous également pour nos spectateurs pour l'audience de ce matin. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions aussi, à nous contacter. Vous pouvez le faire via le site Zalis notamment. Donc n'hésitez pas, nous répondrons avec plaisir à vos questions additionnelles. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le webinaire dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Zalis. Et puis je laisse la parole à Florence pour le mot de la fin. Voilà. Tout simplement, le mot de la fin, c'est merci. Nous restons à votre écoute si vous avez besoin d'informations, de questions complémentaires. Et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci beaucoup.